Bienvenue à cette première édition de Planète Terre. Chaque semaine, en votre compagnie, nous aurons l'ambition d'éclairer les bouleversements internationaux. Nous analyserons les tendances qui se dessinent sous nos yeux en faisant appel aux chercheurs du Cerium et à leurs invités. Comme chaque semaine, notre émission d'aujourd'hui se décline en 3 parties. D'abord, notre segment « Derrière le bruit » qui aborde un sujet qui nous est dicté par l'actualité. Ces derniers jours, l'actualité nous a parlé fort du conflit israélo-palestinien. Nous allons l'aborder sous l'angle de la philosophie et du concept de guerre juste avec le philosophe Christian Nadeau. Ensuite, notre bloc en profondeur sera consacré à l'année 2009. Que nous réserve-t-elle? 2 experts nous aideront à y voir clair, le politologue Michel Fortman et le spécialiste et chroniqueur Jocelyn Coulon. Finalement, dans notre segment « Voir, lire et entendre », nous revenons au Moyen-Orient, mais cette fois-ci avec les suggestions de la politologue Marie-Joëlle Zahar. Elle a vu pour nous un film actuellement sur les écrans, Valse avec Bachir, et lu un livre, L'État d'Israël. Dans un instant, Derrière le bruit. Derrière le bruit, c'est le nom du segment qui ouvre notre émission parce qu'on veut comprendre derrière le bruit médiatique et parfois le bruit des bottes et le bruit des canons, quelles sont les causes, les conséquences, les concepts, comment appréhender l'actualité avec les outils de la science politique, de la science sociologique et aujourd'hui de la science philosophique. Alors Christian Nadeau, vous êtes notre invité, vous êtes professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal. Vous enseignez entre autres l'histoire de l'éthique et la philosophie politique. Votre dernier ouvrage paru s'intitule « Justice et démocratie, une introduction à la philosophie politique » publié en 2007 aux presses de l'Université de Montréal. Bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour. Alors, un de vos grands sujets d'étude, Christian, est la question de la guerre juste. Et vous preniez la plume cette semaine avec votre collègue philosophe Michel Simon pour critiquer la position canadienne dans le conflit israélo-palestinien. Bon, nous n'allons pas discuter ensemble des détails du conflit, on va laisser ça aux journalistes, aux correspondants, mais j'aimerais l'aborder avec vous sous l'angle de la guerre juste et vous demander d'abord, qu'est-ce qu'une guerre juste? Alors, la définition de la guerre juste est fondée sur un principe, qui en général est accepté par tous, celui de la légitime défense. Il est fondé aussi sur une analogie qui est parfois discutable entre l'idée de légitime défense d'un individu par rapport à un autre et la légitime défense d'un État par rapport à un autre. Alors évidemment, cette analogie peut être discutable parce que un État n'est pas comparable à un individu, mais le principe de l'autodéfense, lui, semble accepté par tous. Donc ça, c'est le principe canonique de la guerre juste. Donnez-nous des exemples de guerre juste qui sont au-delà de tout soupçon. Alors, nous pourrions dire que, par exemple, la réaction américaine face au bombardement de Pearl Harbor est une réaction légitime. Ce serait un exemple. Il y en a de nombreux autres. Le problème, c'est qu'une fois que nous avons le principe de guerre juste, et donc de ce principe de légitime défense, s'ajoute une pléiade d'autres principes qui compliquent les choses et qui font en sorte qu'une guerre est rarement juste de manière absolue. Il y a un certain nombre de critères qui nous permettent de dire que, par rapport à un certain nombre de normes, une guerre est juste, mais par rapport à d'autres normes, elle ne l'est pas. Par exemple? Par exemple, nous pourrions dire, si les principes de la guerre juste, en général, se divisent en au moins 2 grands secteurs, ce que nous appelons le jus ad bellum, le droit de la guerre, et le jus in bello, le droit dans la guerre. Alors nous pourrions dire que, par exemple, la réponse des autorités britanniques suite au bombardement allemand, notamment sur Londres, la réponse donc de légitime défense de Londres et des autorités britanniques était légitime, mais par contre, un bombardement comme celui de Dresde, par exemple, peut être considéré comme un crime de guerre. Donc, il était légitime d'envahir l'Allemagne, enfin de repousser même sur le continent les troupes allemandes, mais de là à bombarder toute une ville, Dresden, y compris les quartiers civils. Voilà. Là, même si c'est dans un contexte de guerre juste, il y a des moments de la guerre juste qui peuvent être injustes. Alors, toute la question est de savoir, et c'est là où il peut y avoir division entre les théoriciens, si l'infraction à l'égard d'un des principes peut modifier l'évaluation morale que nous avons d'un conflit. Par exemple, nous pourrions dire « cette guerre est juste », mais certains principes n'ont pas été respectés. Bon, par exemple, s'il y a crime de guerre, est-ce que cela remet en cause l'acte même de légitime défense? Voilà une des critiques que l'on, ou un des débats auxquels... Et là, il y a une question d'intensité, parce qu'un crime de guerre dans une guerre, ça peut encore aller, mais l'organisation systématique de crimes de guerre entache le caractère juste de la guerre.
ce que certains théoriciens vont remettre en cause, c'est la séparation donc, entre le jus ad bellum et le jus in bello. Ce que certains vont dire, c'est que lorsque nous pouvons voir qu'un certain nombre de crimes sont commis, mais de manière systématique, alors cela permet de réinterpréter le principe même de l'entrée en guerre, le principe même donc de l'acte d'autodéfense. Alors revenons à l'actualité. On sait que le Hamas, dans la bande de Gaza, dont l'objectif est la disparition de l'État d'Israël, s'est réarmé et fait un nombre de lancers de roquettes assez important dans un contexte où la population de Gaza est en un sens prise en otage par le blocus israélien. On entend, par exemple, aux États-Unis ces temps-ci, l'argument disant, bon, mais s'il y avait de Vancouver un groupe qui lançait des roquettes sur Seattle, il est certain que l'armée américaine envahirait Vancouver dans les minutes. Est-ce que le critère de légitime défense s'applique dans ce cas-ci à l'État d'Israël? C'est-à-dire qu'il faut observer les raisons pour lesquelles le Hamas a commis ces actes qu'on lui reproche, ce qui permet d'évaluer aussi, par exemple, si, dans certains cas, nous pourrions dire qu'il y a une légitime défense de la part même du Hamas, étant donné, par exemple, le blocus de la bande de Gaza. Cependant, les choses ne sont évidemment pas aussi simples, et loin de moi de l'idée de faire la défense du Hamas. Il est très clair que le Hamas agit de manière illégale. Le problème est, et c'est le centre du texte que nous avons publié dans Le Devoir, le problème est qu'on ne saurait attendre d'une organisation illégale qu'elle se conduise en toute légalité, alors qu'au contraire, nous avons de bonnes raisons d'espérer d'un État de droit comme Israël qu'il se conduise de manière légale, en conformité avec les règles du droit international. Or, visiblement, ce n'est pas le cas. Du moins, c'est ce que nous disent la plupart des observateurs qui sont sur le terrain. Donc, la façon dont Israël mène son opération plomb durci, donc le droit à l'intérieur de la guerre est fautif, selon les observateurs, je pense qu'on peut tout à fait l'indiquer. Maintenant, est-ce que la décision d'Israël de riposter de façon militaire à ces lancers de roquettes satisfaisait aux critères de la guerre juste? Alors, elle ne satisfait pas dans la mesure où un des principes fondamentaux de la guerre juste, c'est le principe de proportionnalité. Il semble... alors, ce principe peut être vu de deux manières. D'une part, il est interrogé au niveau du jus ad bellum, donc du droit d'entrer en guerre, et il est interprété aussi au niveau du jus in bello, c'est-à-dire dans les moyens de la guerre. Pour le droit d'entrer en guerre, il s'agit de vérifier si les tirs de roquettes du Hamas peuvent être considérés comme des actes en appelant donc, peuvent être considérés comme des actes militaires en eux-mêmes. Dès lors, une réponse ou une réplique militaire serait un acte de légitime défense. Mais en quoi est-ce qu'un lancer de roquettes ne serait pas un acte militaire? Alors, le problème, c'est que nous pourrions voir que des lancers de roquettes peuvent être considérés comme des actes terroristes ou des actes qui enchaînent, qui sont des actes violents, d'accord, mais qui ne sont pas des actes d'entrée en guerre, dans la mesure où, par exemple, il n'y a pas eu de déclaration d'hostilité, d'accord, ou une déclaration publique d'hostilité. Sauf, évidemment, si on considère, par exemple, les nombreux tracts ou les nombreux textes du Hamas. Bon. Alors, nous pourrions considérer que, en un sens, Israël, évidemment, peut invoquer ce droit de se défendre. Le problème, c'est qu'il existe de nombreuses autres alternatives qui n'ont pas été, qui ne semblent pas avoir été sollicitées. Lesquelles? Un des principes même des doctrines de la guerre juste est de faire en sorte que le recours à la guerre soit un ultime recours. Donc, un dernier ressort. Lorsque voilà. Toutes les autres avenues ont été épuisées. Or, il semble, ce que nous pouvons observer en ce moment, et là c'est moi le théoricien de la guerre juste qui parle que celui qui s'intéresse donc aux sciences politiques, ce que nous pouvons observer en ce moment, c'est une lutte de pouvoir entre Hamas et Fatah d'un côté, et entre les différents partis politiques, dont le Likoud, de l'autre côté. Donc on va résumer. Donc l'autorité palestinienne est fragmentée entre deux factions, donc le Hamas qui est dans la bande de Gaza et le Fatah qui est plutôt en Cisjordanie. Voilà. Le président Abbas ressort du Fatah et le Hamas qui a gagné les élections parlementaires, donc à la majorité dans le Parlement, et ils se détestent. Enfin, ces deux factions se détestent. Et à l'intérieur d'Israël, on est à la veille d'élections qui auront lieu en février, où le Likoud, qui est dans l'opposition, menace de prendre le pouvoir, et le pouvoir est une coalition de partis, dont le Parti travailliste. Donc la guerre fait partie du débat et des forces en présence de la campagne. Ce que nous voyons en ce moment, c'est plutôt une récupération du discours de la guerre juste pour justifier des manœuvres politiques dans chacun des deux camps.
Donc, et c'est ça qui est assez effrayant. C'est-à-dire là où le discours de la guerre juste peut intervenir, c'est précisément pour contrer les abus que nous pouvons faire de ce discours. Et c'est là où l'apport des théoriciens me semble important. C'est le moment où ceux-ci vont dire, attention, le principe de légitime défense ne peut pas être évoqué sans prendre en considération l'ensemble du phénomène politique qui se présente à nous. Alors, est-ce que la philosophie politique contemporaine peut nous offrir des pistes de solutions à un conflit qui semble insoluble? Alors, je crois qu'elle le peut, mais de manière modeste. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas offrir des solutions définitives. Tout ce qu'elle peut, c'est faire à la fois un discours normatif et un discours critique. Le discours normatif, c'est d'offrir des conditions de possibilité, par exemple, par rapport à l'établissement d'une démocratie. Alors là-dessus, la philosophie politique a de nombreux outils, dont par exemple les théories de la démocratie délibérative, ou encore un sujet de travail, moi, qui m'intéresse particulièrement, tout ce que nous appelons la justice transitionnelle, c'est-à-dire l'ensemble des processus et des paramètres par lesquels une société passe de non démocratique à démocratique, notamment dans des contextes d'après-guerre. Alors, il y a ce discours normatif et il y a aussi le discours critique, c'est-à-dire le discours normatif fait en sorte que nous avons un ensemble d'outils qui nous permettent d'avoir une évaluation critique par rapport au réel, de pouvoir dire ceci n'est pas acceptable en vertu de cela. J'ai toujours vu la philosophie politique, la philosophie de manière générale, mais la philosophie normative, morale et politique en particulier, un peu comme une règle, par exemple. Vous utilisez une règle pour mesurer un objet. Cet objet fait 15, 20, 25 cm. Votre règle est un outil conceptuel. Elle ne représente pas l'objet en tant que tel. Elle permet d'évaluer cet objet et de le comparer à des choses qui semblent, auxquelles il semble difficile de le comparer. Donc vous avez des critères, vous avez des règles. Maintenant, vous avez un conflit devant vous. Comment utilisez-vous vos outils pour aider les acteurs du conflit à en sortir? Alors, une des choses que nous pouvons faire, c'est par exemple de critiquer la revendication du discours de la légitime défense tel qu'il est préconisé par Israël. Nous pouvons aussi critiquer le discours des revendications nationalistes telles qu'elles sont présentées par le Hamas. Alors, en vertu de différents concepts dont nous disposons, nous pouvons évaluer quel est le bien fondé et analyser la rhétorique propre à chacun de ces deux groupes. D'accord ? Alors, dans un deuxième temps, ce que nous pouvons préconiser aussi, c'est une approche qui ne concerne pas simplement les acteurs en présence, mais des acteurs qui sont nos contemporains, ou enfin nos proches, par exemple les citoyens canadiens. Et par ce fait même, en appeler par exemple à une forme de délibération ou à une forme de discussion publique qui, elle, a des effets de pression sur les élus. Ça, c'est je crois, un des grands avantages de la philosophie politique, c'est-à-dire faire en sorte que nous ramenons le débat, non plus, même si la philosophie politique peut sembler parfois abstraite, tentons de ramener le débat dans des termes qui sont audibles pour tous et qui ne font plus voir les enjeux comme des enjeux techniques, comme des rivalités juridiques ou politiques entre des intérêts particuliers. Mais cela suppose qu'on introduit ces concepts, ces mesures, ces critères dans une population ou avec des acteurs qui sont rationnels et qui peuvent, dans la délibération, trouver des compromis, lire la situation de la même façon. Alors, je vous donne un exemple qui est un peu fâcheux. Le chef du Hamas qui a été tué récemment, lui disait, il n'était pas le seul, Dieu n'accepte pas l'existence de l'État d'Israël. Alors, lorsque la philosophie politique se heurte à un discours irrationnel, que faire? Alors, le discours irrationnel, ces obstacles, les obstacles au discours rationnel ne sont pas visibles seulement dans les revendications religieuses. Nous les voyons dans nombre de revendications. Il suffit de voir ce que l'Institut économique de Montréal dit régulièrement dans les journaux pour voir que l'irrationnel peut être non religieux. Alors, ce que nous pouvons voir aussi, c'est comment certains observateurs vont mettre un focaliser sur des éléments religieux, alors que ceux-ci sont des éléments de rhétorique. Nous pouvons très facilement identifier les intérêts derrière le discours religieux. Alors, ce que nous pouvons voir, par exemple, lorsque nous analysons la situation par rapport à au conflit entre le Hamas et le Fatah, nous pouvons voir, bien sûr, qu'il y a une rhétorique religieuse qui est a priori irrationnelle, où il y a a priori une fin de non-recevoir, et ensuite, tout à coup, quand nous étudions la réalité, nous voyons qu'en fait, il y a des discussions qui ont en cours et qui se fondent sur des intérêts valables pour chacune des parties. Il y a des discussions, il y a eu des discussions, il y aura des discussions entre le Hamas et Israël,
Et la seule chose que nous pouvons faire, c'est de réclamer que ces discussions aient la plus grande transparence possible pour faire en sorte que justement leurs acteurs soient tenus responsables des gestes qu'ils commettent. Et ensuite, ils pourront dire que Dieu a changé d'avis. Oui, mais alors en termes de rhétorique. Mais alors il sera très clair qu'il ne s'agit que de rhétorique. Tout à fait. Alors, Christian Nadeau, merci beaucoup de ces réponses. Pour terminer l'entrevue, nous vous avons demandé de choisir une musique ou une chanson qui a un lien, serait-il ténu, avec votre propos. Qu'avez-vous choisi et pourquoi? Alors j'ai choisi La guerre de 14-18 de Brassens parce que c'est une chanson extrêmement cynique qui ne présente pas du tout un discours sur la guerre juste, qui montre tout le cynisme qu'on peut avoir par rapport aux guerres et à leur soi-disant justice. Donc ça peut paraître en contradiction avec mon propos, mais d'un autre côté, je pense que justement le discours de la guerre juste permet d'être extrêmement sévère et critique, mais avec de bons outils conceptuels par rapport au phénomène contemporain de la guerre. Alors, je rappelle que vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Montréal. Votre dernier ouvrage paru s'intitule « Justice et démocratie, une introduction à la philosophie politique ». Et nous écoutons votre choix musical, l'indémodable Georges Brassens, La guerre de 14-18. Merci. Depuis que l'homme écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre mille et une guerres notoires, si j'étais tenu de faire un choix, à l'encontre du vieil Homère, je déclarerai tout de suite, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Est-ce à dire que je méprise les nobles guerres de jadis? Nous sommes de retour. Voici le segment de l'émission où nous abordons en profondeur un sujet d'actualité ou un éclairage scientifique sur un aspect de l'activité internationale. Cette semaine, puisque c'est la rentrée, puisque c'est notre première émission, nous allons essayer d'embrasser la planète entière et les conflits qui existent déjà, qui sont larvés, qui pourraient apparaître, ou même ceux qui pourraient disparaître. Pour y arriver, deux invités. Michel Fortman, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal et le directeur du GERSI, le groupe d'études et de recherche sur la sécurité internationale, affilié au Cerium. Votre dernier ouvrage paru s'intitule « Les conflits dans le monde 2008 », rapport annuel sur les conflits internationaux, un ouvrage collectif annuel qu'on retrouve chaque année, publié aux presses de l'Université Laval. Bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour. Jocelyn Coulon. Vous êtes journaliste, chroniqueur et directeur du réseau francophone de recherche sur les opérations de paix, l'Europe, également affilié au Cerium. Jocelyn, votre dernier ouvrage paru s'intitule « Le guide du maintien de la paix 2009 », un autre ouvrage collectif annuel, publié celui-là aux éditions Athéna en novembre dernier. Bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour. Alors, Obama aux États-Unis en 2009, guerre au Proche-Orient, crise économique mondiale, tensions sur la frontière pakistano-libanaise, bras de fer entre la Russie et l'Ukraine. L'agenda international est surchargé en cette rentrée 2009 et on a l'impression qu'on va entendre pendant toute l'année des bruits de bottes et de canons. Alors, est-ce que, Michel Fortman, ça va si mal? En fait, je dirais au contraire que les choses vont mieux si on regarde les chiffres généraux concernant les conflits dans le monde, surtout depuis environ une dizaine d'années. Nous avons à peu près, en termes de nombre de conflits par année, une baisse de 50%, ce qui est quand même notable, d'une trentaine de conflits au début des années 90 par année. Donc, nous sommes tombés à une quinzaine environ, et ceci est vrai à peu près pour dans tous les continents. Le nombre de pays aussi qui sont impliqués dans des conflits, c'est-à-dire qui sont victimes de guerre, ont la proportion par rapport au total de pays sur la planète a diminué beaucoup. En fait, nous sommes passés, dans une chute là aussi d'une 50% environ, c'est-à-dire 30% des pays de la planète connaissaient des conflits au début des années 90, 15% seulement environ à la fin, depuis maintenant 2 ans, je pense à peu près. Le nombre aussi de victimes de guerre a diminué de façon radicale, et ceci en fait c'est une tendance depuis la guerre froide en gros. En fait, si vous regardez le nombre de morts par guerre,
il était environ de 40 000 hommes, donc au début des années 50. Il est tombé à 500 environ, donc 500 victimes par année et par guerre, ce qui est quand même considérable. Une des transformations, cependant, c'est qu'il y a de moins en moins de victimes militaires et de plus en plus de victimes civiles. Même si on tient compte de ces chiffres, effectivement, cette baisse est quand même notable. Même chose aussi donc au niveau des baisses des conflits ethniques que l'on constate, et aussi victimes du terrorisme. C'est-à-dire que là aussi, nous avons une baisse des victimes du terrorisme, que ce soit des blessés ou des morts, qui est assez notable depuis les dernières années. Donc, finalement, pour l'année du 11 septembre, peut-être. Oui, depuis 7 à 8 ans, si vous voulez. Donc, contrairement à ce que certains, d'ailleurs, prétendent. Donc, nous vivons largement dans un monde qui est peut-être plus pacifique de ce point de vue-là, moins belligène. Et une des raisons que l'on peut citer à ce sujet, que effectivement, la communauté internationale intervient plus efficacement. Et ça, je pense que M. Coulon va nous en parler un petit peu au cours de notre conversation. Oui, Jocelyn, est-ce que les opérations de paix organisées par l'ONU, mais aussi par d'autres groupes d'États régionaux, ont un impact sur la baisse du nombre de conflits? Il semble bien que oui. Les chiffres cités par Michel Fortman sont tirés d'études, en particulier de la Human Security Center, mais aussi de d'autres organisations qui, depuis à peu près 5 ou 6 ans, ont mesuré l'efficacité des interventions internationales, qu'elles soient sous le chapeau des Nations unies, de l'OTAN, de l'Union européenne et d'une foule d'autres organisations régionales et sous-régionales. Et effectivement, on s'aperçoit que le maintien de la paix est un instrument efficace pour gérer un conflit ou même pour y mettre fin. Et on n'a qu'à voir le nombre et la croissance de ces opérations de maintien de la paix. Il y a à peu près une dizaine d'années, il y avait 10 à 12 opérations de maintien de la paix qui fonctionnaient à travers le monde, tous sous l'égide des Nations unies. Aujourd'hui, il y en a plus de 45, dont 18 sous l'égide des Nations unies. Donc, de plus en plus, les autres organisations internationales font du maintien de la paix parce qu'ils se rendent compte que c'est un instrument efficace. Alors, je crois que la communauté internationale a trouvé une manière de gérer les conflits. Mais vous le constatez, par exemple, entre Israël et la Palestine, il n'y a pas d'opération de maintien de la paix parce qu'il y a peut-être des conflits qui ne peuvent pas se régler à travers cet instrument. Voilà, vous parlez, Michel et Jocelyn, d'une tendance lourde, celle de la réduction du nombre de conflits, du nombre de victimes. Alors, c'est très contre-intuitif parce que même si ces chiffres existent, ils sont comptabilisés chaque année, on peut voir les courbes. En fait, ce qu'on voit à la télévision tous les soirs, ce qu'on voit à la première page des journaux, ce sont les conflits qui perdurent, les conflits qui n'ont pas été réglés, là où les opérations de paix n'ont pas été couronnées de succès. Et donc, on va y venir. Donc, on a rappelé que globalement parlant, la planète est plus pacifique qu'elle ne l'était, mais ponctuellement, évidemment, il y a des conflits qui sont résistants à toute tentative pour l'instant de paix, dont celui qui se déroule sous nos yeux en Israël. Alors, cette année 2009, la première date importante, sauf pour ceux qui habitent à Gaza, pour eux, la première date importante, c'était le 1er janvier. Enfin, la première date politique globale, c'est le 20 janvier. Qu'est-ce qui va se passer le 20 janvier? Un nouveau président américain, Barack Obama, aura son inauguration, un moment historique, mais un moment qui est porteur de quoi sur la scène internationale? Quels seront ses grands travaux? Bien, évidemment, son premier travail lui est imposé par l'actualité moyen-orientale, c'est ce conflit entre Israël et le Hamas. Jocelyn Coulon, est-ce que Barack Obama a un plan, une idée, une piste, une intuition sur comment faire avancer la paix dans cette région? Je ne sais pas s'il a un plan, il a peut-être une intuition. Son intuition, c'est de dire, pendant 8 ans, l'administration Bush a ignoré finalement ce conflit israélo-palestinien, ou du moins n'a pas fait trop d'efforts pour tenter d'y trouver une partie de la solution parce que c'est extrêmement complexe. Alors son intuition peut-être, c'est de revenir en partie à ce que Bill Clinton avait réussi à faire dans les dernières semaines de son mandat, de son deuxième mandat, donc en 2000, c'est-à-dire de construire sur le plan qui était sorti de Camp David et qui, grosso modo, convenait
je pense, à peu près tout le monde. Évidemment, on ne peut pas reprendre essentiellement ce plan-là et l'appliquer à aujourd'hui. Il y a quand même 8 ans qui se sont passés. Des événements sur le terrain ont créé des faits. Une nouvelle force est apparue au sein des Palestiniens, le Hamas. C'est une grosse différence parce que Clinton négociait avec le Fatah qui tient la présidence, mais c'est le Hamas dans la bande de Gaza qui est la principale poche de résistance et d'aggravation du conflit avec Israël, bien sûr. Et pour le Hamas, il n'est pas question de reconnaître l'existence de l'État d'Israël. Alors, c'est plus difficile de négocier avec le Hamas que ce ne l'était avec Yasser Arafat. Voilà. Donc, les Palestiniens sont fractionnés maintenant en deux. Et avec 2 interlocuteurs plus Israël, ça commence à devenir très compliqué. Les 2 interlocuteurs qui se détestent, le Fatah et le Hamas. Qui se détestent, ils se sont fait une guerre. Justin, parlez-nous du choix d'équipe de politique étrangère d'Obama sur cette question israélo-palestinienne. Justement, Barack Obama, donc, a décidé de choisir Mme Clinton comme secrétaire d'État, qui aura peut-être une certaine influence auprès d'Israël, puisqu'elle est connue pour ses amitiés avec le gouvernement israélien. Mais ce qui est le plus important, c'est de voir l'équipe qui est autour, que ce soit M. Jones, qui occupera le poste de conseiller à la sécurité nationale, et peut-être aussi les envoyés spéciaux. Et qui, Jones, lui, est vu plus proche des pays arabes. Alors, il est vu plus proche des pays arabes, mais ce n'est pas nécessairement la condition qui va transformer la politique étrangère face au Proche-Orient. Ce sur quoi je veux mettre l'accent, c'est que vous aurez peut-être le retour d'anciens négociateurs, comme Dennis Ross, par exemple, qui sous Clinton avait été négociateur pendant presque 8 ans, ou d'autres qui ont agi tant avec l'administration républicaine que démocrate, et qui pourront, comment dirais-je, alléger l'atmosphère de tension et de résistance qui existait entre les États-Unis républicaines et cette partie du monde. Donc déjà, ça serait un changement d'attitude et d'atmosphère. Les problèmes de fond restent les mêmes. C'est le partage du territoire, c'est le partage du pouvoir, c'est la sécurité d'Israël et des territoires occupés. Mais je crois que l'équipe qui va être mise en place va peut-être avoir une vision un peu plus ouverte que les anciens. Maintenant, les écueils sont là et c'est la 12e administration américaine qui essaie de régler cette question. Donc, je crois qu'il ne faut pas faire monter les espoirs ici. Michel Fortman, derrière ce conflit se profile l'Iran. L'Iran qui veut devenir la première puissance régionale, l'Iran qui est allié au Hamas, l'Iran qui est allié au Hezbollah sur la frontière nord au Liban, et l'Iran dont on craint la capacité de devenir une puissance nucléaire. Est-ce que ce sera un défi important pour Barack Obama et est-ce qu'il approchera ce sujet d'une façon différente de l'approche de George Bush? Oui, probablement. C'est-à-dire, premièrement, oui, il s'agit d'un défi très, très réel. C'est-à-dire que la capacité, en fait, pour l'Iran de construire l'arme nucléaire est effective. Je pense que la plupart des experts s'entendent pour dire que d'ici quelques années, on ne sait pas si c'est 3 ans ou 5 ans, l'Iran pourra en fait techniquement construire l'arme nucléaire. Évidemment, cette étape a, une importance symbolique surtout, c'est-à-dire qu'une arme nucléaire ne constitue pas un arsenal nucléaire, mais effectivement pour les États de la région, et même enfin, évidemment pour les États-Unis, et pour Israël au premier chef, je dirais, il s'agit d'un défi considérable. Est-ce que, de ce point de vue-là, il y aura d'autres candidats à la nucléarisation qui vont se présenter? Est-ce que les États-Unis ou Israël, par exemple, vont tenter d'employer la manière forte? Bon, est-ce qu'il y a des solutions face à ça? Pour moi, en fait, c'est un fait. C'est-à-dire que l'Iran va devenir se nucléariser. C'est quasiment inévitable. Et la solution avancée par l'administration Bush de faire des frappes pour essayer de détruire l'infrastructure nucléaire. L'intimidation, en fait, n'a jamais fonctionné avec l'Iran. Et donc, c'est effectivement la voie diplomatique qui a plus de chance. Donc, l'ouverture d'un dialogue. Et c'est ce en quoi je pense que la politique de M. Obama va se différencier fondamentalement. Il a proposé de s'asseoir, ou du moins d'amener des diplomates américains à s'asseoir avec leur homologue iranien. Qu'est-ce qu'ils peuvent obtenir?
Parce que, de façon réaliste, je dirais plus de transparence du programme nucléaire iranien de façon à assurer la communauté internationale que ce programme ne va pas se militariser. Parce que ça, c'est véritablement l'enjeu. Je pense que ce sur quoi l'Iran va insister, c'est avoir la capacité, comme tous les pays développés l'ont, d'enrichir ses propres matériaux. Dit l'Iran à des fins de production d'énergie. Là, c'est du niveau vraiment du symbole, encore une fois, parce qu'on ne pense pas que l'industrie nucléaire est tellement importante pour, par exemple, l'énergie ou les besoins d'énergie iraniens. Donc, c'est beaucoup plus une question de souveraineté nationale. Nous avons le droit, nous, Iraniens, de posséder cette capacité scientifique. Pourquoi les Allemands l'auraient, les Japonais l'auraient, et pas nous. C'est effectivement du racisme, c'est inéquitable. Donc pour Obama, négociation pour plus de transparence, quoi d'autre? Et c'est une chose essentielle, c'est-à-dire que si l'IAEA, si la communauté internationale peut en fait s'assurer que ce programme ne va pas se militariser, donc il n'y aura pas d'effort pour constituer un arsenal, etc. Si peut-être un effort est fait aussi du point de vue iranien, pour limiter en fait leur capacité de missiles, par exemple. Je pense qu'il y a tout un ensemble de petits gestes qui peuvent être faits pour évidemment calmer le jeu. Et là, il y a des changements, je pense, importants qui peuvent se produire sous la présidence de M. Obama. Alors, M. Obama a fait une partie de sa campagne présidentielle au sujet du pays voisin, l'Irak, en promettant un retrait rapide à l'intérieur d'une période de 16 mois des troupes américaines, sauf quelques troupes pour protéger ceux qui sont restés derrière et les alliés américains, ceux qui ont travaillé pour les Américains pendant ces années. Un accord a été signé juste en fin de mandat par George Bush sur, effectivement, un calendrier de retrait et de transfert de pouvoir d'autorité aux autorités irakiennes elles-mêmes, qui semblent beaucoup mieux occuper le terrain et le terrain politique que ce n'était le cas il y a seulement 12 mois. On semble voir à Bagdad en ce moment une accalmie. Est-ce que Obama va réussir à gagner son pari, donc s'extirper de l'Irak, ou est-ce qu'on est seulement dans une pause avant un regain de violence, Jocelyn Poulon? Moi, j'ai l'impression qu'on est dans une pause parce qu'il faut voir quels sont les éléments qui ont permis une accalmie en Irak. Alors, on a beaucoup mis l'accent sur le fait que les Américains ont envoyé 30 ou 40 000 soldats supplémentaires et que ce serait ça l'élément central qui aurait calmé le jeu. Or, on s'aperçoit, bien sûr, quand on regarde de plus près le jeu des acteurs sur place, il y a eu une combinaison d'accords politiques officiels ou tacites avec certaines milices ou avec certains groupes politiques en Irak, principalement Moqtada al-Sadr, celui qui en fait menait une bonne partie de la rébellion, a décidé lui-même le cessez-le-feu. Donc, ces troupes sont encore là, ces milices sont présentes, elles continuent de s'armer. C'est une bonne nouvelle, le cessez-le-feu, mais ce n'est pas un désarmement. C'est pas un désarmement. Donc, pendant que lui se réarme, se réorganise, les Kurdes aussi se réarment et s'organisent. Et d'autres segments de la population chiite, c'est-à-dire ceux qui ont fait une alliance avec les États-Unis, se préparent. Est-ce qu'ils attendent donc le départ des Américains pour reprendre les combats pour la prédominance politique? C'est certain que si les Américains qui ont actuellement à peu près 140 000 soldats, à cela, il ne faut jamais oublier qu'il y a 30, 40, 50 000 mercenaires aussi qui assurent la sécurité en Irak. Donc, on parle ici d'un bloc de 200 000. On pense que dans les 18 prochains mois, ce sera réduit à environ 50 ou 40 000, ce qui est quand même une force intéressante. Peut-être que là, ce sera le signal pour ces factions-là d'engager la vraie lutte pour le pouvoir. Pour l'instant, il y a vraiment une accalmie. Et qu'est-ce que l'Iran pense de tout ça? Est-ce que l'Iran va profiter du départ américain pour tenter de mettre la main, peut-être pas en annexant l'Irak, mais en tout cas en voulant contrôler une partie de l'Irak, comme elle le fait en Afghanistan? Parce qu'on oublie souvent ça. En Afghanistan, il y a le problème des talibans et du Pakistan, mais on ne se rend pas compte que sur la frontière ouest, c'est l'Iran qui contrôle une bonne partie de l'Afghanistan. On va parler longtemps de l'Afghanistan parce que, justement, le président Obama veut profiter de l'accalmie
en Irak pour prendre 2 divisions, parce qu'on sait que les Américains, malgré le fait qu'ils sont la première puissance militaire mondiale, ont quand même un nombre limité d'hommes à mettre sur les terrains. Donc, veut prendre de l'Irak 2 divisions pour les amener en Afghanistan. Pour Barack Obama, la vraie guerre, c'est l'Afghanistan. Là où est Al-Qaïda, c'est en Afghanistan, ou du moins à la frontière avec le Pakistan. Et donc, il y aura une recrudescence là, de l'effort américain. Est-ce que, Michel Fortman, ça peut marcher? Pour l'instant, en fait, d'après les témoignages que j'ai entendus de gens qui sont en Afghanistan, la réalité sur le terrain est assez sombre. C'est-à-dire que si on prend le cas canadien, je pense que les 7, entre 8 et 9 en fait, dernières victimes par exemple, ces victimes se sont fait attraper sur en fait 2 km² environ de terrain que la force canadienne n'arrive pas avec, je pense, plus d'1 millier d'hommes à contrôler. Alors, simplement, gardez ces chiffres en tête. 1000 personnes, 1000 soldats canadiens ne sont pas capables de sécuriser 2 km². Et là, en fait, vous multipliez le défi par la taille du pays. Rendez-vous compte que en fait, les talibans ou les insurgés ont des ressources, des bases de départ qui sont protégées au Pakistan, éventuellement en Iran, comme le mentionnait Jocelyn. Je ne pense pas, et c'est identique dans le cas, je pense, irakien ou israélo-palestinien, il n'y a pas de solution militaire. C'est une solution politique est impérative. Solution politique, donc négocier avec les talibans. Oui, je pense qu'une sortie de crise devra passer par un dialogue avec les talibans, qui sont une force politique sur le terrain. Est-ce que l'administration Obama serait prête à donner sa caution à une telle négociation? Pour l'instant, je ne le vois pas. Justin, qu'est-ce que tu as? Moi, je pense que les négociations ont déjà commencé. Je crois qu'en septembre-octobre, il y a eu des contacts à travers l'Arabie saoudite auprès du Mollah Omar, qui était celui qui dirigeait l'Afghanistan avant l'intervention américaine en octobre-novembre 2001. Et que des discussions se déroulent avec les talibans qui sont prêts à intégrer un processus politique. Ouais. Il y aura toujours... Donc, pas tous les talibans. C'est qu'il y aura toujours... C'est ça, parce qu'on lit d'ailleurs que la fusion entre Al-Qaïda et les talibans est beaucoup plus grande maintenant qu'elle ne l'était au moment de l'intervention américaine, et que donc, pour une part, en tout cas, l'organisation qu'on appelle les talibans est beaucoup plus proche d'Osama Ben Laden, et que donc, faire la paix avec eux, c'est faire la paix avec l'ennemi absolu. Pratiquement. Donc, est-ce qu'il y a suffisamment de talibans modérés pour que négocier avec eux fasse une différence? Mais moi, j'ai l'impression que dans le groupe taliban, il y a plusieurs factions, bien sûr. Ceux qui sont allés en Arabie saoudite pour participer à ce premier dialogue sont ceux qui, à l'évidence, cherchent un compromis avec Hamid Karzai et qui voudraient réintégrer le jeu d'une façon ou d'une autre. Il restera le groupe manipulé par Al-Qaïda, mais il restera aussi toujours des talibans qui vont estimer que négocier avec Karzai, c'est négocier avec l'occupant et que la seule façon de réintégrer le jeu, c'est le départ des troupes étrangères. Moi, je me souviens, quand j'étais en Afghanistan en septembre dernier, les gens nous disent c'est une armée de chrétiens qui est en Afghanistan. Oui. Alors, vous voyez tout de suite sur quoi on commence quand on parle avec ces gens. Justin et Michel, le temps passe et la planète est grande. On va rapidement terminer avec toujours Barack Obama et le lieu dont reviennent cette semaine ou la semaine dernière quelques milliers de Québécois, c'est-à-dire Cuba. Raúl Castro, qui a succédé à son frère, qui est toujours vivant, mais qui est toujours hors jeu, a dit récemment qu'il était prêt à discuter avec Barack Obama. Est-ce qu'une normalisation, un début de négociation entre Washington et La Havane est envisageable? Moi, j'ai l'impression que ce que le président des États-Unis devrait faire le 21 janvier, c'est d'établir des relations diplomatiques immédiates avec Cuba, pour rompre ce cycle infernal du lobby anticastriste en Floride qui tient à peu près 3, 4, 5 sièges de représentants, peut-être un siège de sénateur, et qui fait chanter finalement les gouvernements américains depuis longtemps. Évidemment, il faut le fera-t-il? Une proportion. Et je ne sais pas s'il va pouvoir rétablir les relations diplomatiques, mais il pourrait
augmenter la présence diplomatique américaine qui est présente, comme vous le savez, à travers une section d'intérêt d'un pays européen. Donc, Justin, vous faites un souhait, mais vous ne voulez pas faire de prédiction. Pas aujourd'hui. Michel? Non, pas plus. Pas plus. Bon, écoutez, pour terminer cette entrevue, nous avons demandé à Michel Fortnam de choisir une musique et une chanson qui a un lien avec notre propos. Michel, qu'avez-vous choisi et pourquoi? Alors, c'est en fait une chanson et un interprète que j'aime beaucoup. L'interprète est Randy Newman. En fait, c'est un chanteur de chansons engagé ou à portée sociologique américain qui, quelquefois, je pense, est plus connu en Europe qu'il l'est aux États-Unis. C'est une chanson qu'il faut prendre au deuxième degré. Il ne faut pas le prendre littéralement. Et elle reflète bien, je pense, l'esprit de ce qu'on appellerait aux États-Unis des rednecks, qui, en fait, imaginent que la meilleure solution vis-à-vis de tous les problèmes du monde, c'est finalement d'y aller à la manière forte. Alors, votre espoir, c'est que ce soit une chanson thème d'une Amérique révolue, celle oui, du 8 années de George Bush. C'est ça, c'est l'Amérique révolue de George Bush et des rednecks qui dit « personne ne nous aime, en fait, personne ne nous apprécie malgré tout ce que nous avons fait dans le monde. Let's drop the big one, bombardons, utilisons l'arme nucléaire pour éliminer tout le monde. Il n'y aura plus personne pour nous le reprocher. » Ça s'appelle Political Science 101. Michel Fortman et Jocelyn Coulon, merci beaucoup d'être venus à cette première émission. Je rappelle vos derniers ouvrages parus. Michel Fortman, Les conflits dans le monde 2008, rapport annuel sur les conflits internationaux, et Jocelyn Coulon, Le guide du maintien de la paix 2009, et on écoute Political Science 101 de Randy Newman. No one likes us, I don't know why. We may not be perfect, but heaven knows we try. But all around, even our old friends put us down. Let's drop the big one and see what happens. We give them money, but are they grateful? No, they're spiteful and they're hateful. Nous sommes de retour pour le segment Voir, lire et entendre de notre émission. C'est le segment où un chercheur nous donne son avis sur un film, un livre ou un élément sonore. Et cette fois-ci, nous recevons Marie-Joëlle Zahar. Marie-Joëlle, vous êtes professeure de sciences politiques à l'Université de Montréal, où vous vous intéressez à la violence politique, d'où votre intérêt pour les conflits, les guerres civiles, le Moyen-Orient et d'autres zones perturbées de notre planète. Votre dernier ouvrage paru est Intra-State Conflicts, Governments and Security, Dilemmas of Deterrence and Assurance, un ouvrage collectif publié chez Routledge à Londres en 2008. Marie-Joëlle, bonjour et merci de participer à notre émission. Bonjour. Vous avez vu un film et lu un livre pour nous, deux œuvres qui nous permettent de mettre en contexte le conflit israélo-palestinien qui se déroule sous nos yeux. D'abord le film, un film d'Ari Folman, un film israélien, Valse avec Bashir, Waltz with Bashir. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un film qui reconstruit de la perspective des soldats israéliens l'invasion de 1982 jusqu'au massacre des camps palestiniens de Sabra et Shatila en septembre de cette année-là. Donc, c'est le moment où l'armée israélienne franchit la frontière libanaise. C'est l'opération que les Israéliens ont appelée Paix pour la Galilée. Ils franchissent la frontière libanaise pour en découdre avec les Palestiniens qui, depuis les années 60, mènent des opérations guérilla à partir du territoire libanais. Et pour la première fois, contrairement à d'autres incursions limitées, l'armée israélienne arrive aux portes de Beyrouth, encercle Beyrouth-Ouest, et suite à des tractations qui ont pris très longtemps et à un siège de près de 6 mois, les Palestiniens, l'Organisation de libération de la Palestine, est en fait évacuée de Beyrouth et se retrouve relocalisée à Tunis. Voilà. Maintenant, qui est Bachir? Bachir est en fait le chef des forces libanaises, la principale milice chrétienne qui a combattu pendant la guerre du Liban. C'est le fils du fondateur du parti Kataeb, le parti chrétien le plus important dans l'histoire libanaise. Son père, Pierre Gemayel, était en fait l'un des héros de l'indépendance du Liban. Et Bachir avait été élu avec
comme on dit souvent, la complicité israélienne, puisque les chars israéliens étaient à Beyrouth lors de l'élection à la présidence de la République. Il a été assassiné près de 2 semaines avant de prendre son poste. Et les massacres de Sabra et Shatila sont en fait, de l'avis de plusieurs, la réaction des miliciens des forces libanaises à l'assassinat de Bachir Gemayel. Voilà, et on voit très bien dans le film comment Bachir est non seulement un leader politique, mais un genre d'icône. Sa photo est partout. Et son assassinat, dont les causes sont à ce jour irrésolues, provoque donc une volonté de vengeance de la part de ses troupes à lui. Les troupes israéliennes sont donc à Beyrouth, encerclent les camps palestiniens et laissent entrer donc les phalangistes chrétiens pour commettre un massacre. Bon, mais là, en fait, ce n'est pas l'histoire politique, c'est pas un documentaire, c'est un film d'animation d'abord, et le point de vue est celui du soldat israélien. Effectivement, et d'ailleurs, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles les personnes qui cherchaient à voir là une histoire définitive de cette période de la guerre libanaise ressortent fortement déçues. Il s'agit avant toute chose d'un témoignage, d'une perspective très ciblée, celle du soldat israélien sur le terrain. C'est très important. Follman reconstruit une unité de jeunes soldats, 19-20 ans, qui sont envoyés au Liban et qui, en fait, n'ont pas vraiment conscience du contexte général dans lequel tout cela se passe. Et en fait, il suit la reconstruction, si vous voulez, de leur mémoire. Oui, ils ont des trous de mémoire. Souvenirs. Ils essaient de se souvenir 10, 20 ans Ils ont des après. amnésies partielles et ils essayent justement de se souvenir de ce qui se passe. Et à force de parler les uns avec les autres, ce sont les souvenirs qui ressurgissent et qui forment la trame du film. Et il y a même un psychanalyste qui dit, écoutez, une des raisons pour lesquelles, alors est-ce que c'est à prendre ou à laisser, une des raisons pour lesquelles vous refusez de vous souvenir de votre rôle dans un massacre, c'est peut-être à cause de la conscience que tous les Israéliens ont du massacre de la Shoah. Alors pour les Israéliens, ça a été un film qui a été acclamé, alors que c'est un film qui est extrêmement critique face à l'armée israélienne et face aux dirigeants, dont Sharon en particulier, mais il a gagné 6 Oscars israéliens du film, il a été vu par tous. Pourquoi est-ce que c'est un film si populaire en Israël? Il est clair que le film est quand même très fort. Vu de la perspective du soldat, c'est un peu l'effet Rashomon. Une histoire n'est jamais une histoire sur laquelle tous les participants ont une connaissance complète. Chacun voit son petit bout de la chose. Et vu du côté du soldat, c'est une reconstruction, je crois, magistrale, en fait, de la réalité de ces jeunes qui ont été envoyés, ne sachant pas vraiment pourquoi, ne sachant pas vraiment avec qui, à qui ils avaient affaire, dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, dont ils avaient beaucoup entendu parler. Et il y a à la fois une certaine naïveté, une certaine légèreté dans leurs actions au quotidien, que l'on voit très bien dans le film. Alors on les voit, lorsqu'ils ne sont pas en train de se battre à Beyrouth, ils sont à la plage à Beyrouth, ils se baignent à Beyrouth. Vous, Marie-Joëlle, vous êtes d'origine libanaise, vous étiez à Beyrouth au début de cette campagne. Vous étiez donc parmi les victimes potentielles des attaques aériennes. Lorsque vous avez vu ça, est-ce que vous avez réagi comment? Écoutez, c'est très clair que ça peut heurter. Mais en même temps, je pense qu'en tant que politologue, c'est très important de voir cet autre aspect de la chose. Parce que le soldat, et ce n'est pas quelque chose qui est limité au soldat israélien, c'est aussi le soldat dans n'importe quelle guerre, est un exécutant. Et pour l'exécutant, la meilleure manière de procéder, c'est souvent de ne pas se poser trop de questions et d'essayer d'intégrer ce qu'il fait dans son quotidien. D'ailleurs, en ce sens-là, les soldats israéliens n'étaient pas différents des civils libanais qui intégraient la guerre dans leur quotidien, continuaient à danser, sortir, aller, venir, vivre, avoir des amis, se marier, avoir des enfants, et ainsi de suite. Alors, vous avez le recul de la politologue, mais comment est-ce que le film est perçu dans les milieux arabes? Il est très clair que les quelques recensions que j'ai vues provenant clairement de personnes d'origine arabe sont assez sévères. On critique le film pour n'avoir pas justement donné le contexte général, mais d'ailleurs je pense que c'est une critique qui est mal placée parce que ce n'est pas le but de ce film-là. On le critique aussi pour avoir complètement oblitéré les aspects politiques et avoir montré ça de manière un peu légère. Or, la légèreté est en même temps, je pense, la critique la plus forte à l'égard de l'armée. Le fait que ces petits jeunes, en fait, et ce n'est pas pour exonérer les soldats israéliens ou bien alors les autres Libanais qui ont participé à cet épisode douloureux de la guerre, mais en fait... rares sont les personnes qui ont vraiment tout le poids de l'histoire sur le dos alors qu'elles commettent des actes qui vont finir à entrer dans l'histoire. Vous recommandez le film à nos auditeurs? Oui, je le recommande. Je pense que c'est très important de voir cette perspective-là. Alors, on va parler brièvement maintenant d'un livre qui, lui, fait
tout le contexte et parle en profondeur de l'État voisin, donc de l'État qui est l'acteur principal dans ce film. L'État d'Israël, c'est un ouvrage collectif dirigé par Alain Dikoff, que l'on connaît bien, puisqu'il a co-dirigé avec vous, Marie-Joëlle, l'été dernier, l'école d'été du Cérium sur le Moyen-Orient. Alors, c'est un livre publié chez Fayard l'an dernier, 2008, ça sort tout à fait des presses. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire rapidement? Je pense que c'est une lecture obligée pour quiconque veut comprendre l'État d'Israël, notamment pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'aller en Israël pour comprendre la complexité de la société. C'est un livre sans complaisance, qui est à la fois très critique et très riche, et qui nous montre, contrairement à d'autres ouvrages, Israël dans sa complexité. Israël, de la scène politique jusqu'à la scène culturelle, avec tous les paradoxes qui font à la fois la richesse, mais aussi les problèmes de la société israélienne actuelle. Et en ce sens-là, il me semble que c'est un ouvrage qui permet d'éclairer beaucoup de choses qu'on ne peut pas comprendre, à moins d'avoir été en Israël, et je suis de ceux qui, n'ayant jamais été dans ce pays-là, aient beaucoup mieux compris certains aspects de la politique israélienne en lisant le livre. Ça vous a donné le goût d'y aller? Ça m'a donné le goût de connaître de plus près cette société-là. Et d'ailleurs, on ne peut vraiment comprendre un État qui est aussi important au Moyen-Orient qu'en y allant. Je termine en donnant une suggestion de balado-diffusion. Et comme on a beaucoup parlé de Moyen-Orient aujourd'hui, je suggère de varier les plaisirs. Le chroniqueur du New York Times, Thomas Friedman, a publié récemment un nouveau livre, Hot, Flat and Crowded. Donc, la planète va se réchauffer. Elle s'aplatit en sens que la mondialisation rend les distances insignifiantes. Et crowded, la surpopulation, nous guette selon lui. Alors, il a donné au London School of Economics une conférence remarquable où il résume le propos de son livre avec des anecdotes, des chiffres, beaucoup d'humour aussi. C'est passionnant. Cette conférence est disponible en balado-diffusion sur le site de la London School et sur iTunes. Le lien sera disponible sur le site du Cérium à cerium.ca. Alors, pour terminer cette entrevue, une plage musicale, Marie-Joëlle, tirée du film Valse avec Bachir. L'extrait, la musique est magnifique, parfois musique classique, parfois des chansons pop de l'époque. J'ai bombardé Beyrouth est une des chansons qu'on entend. Et cet extrait musical qu'on entend est particulièrement lourd puisqu'il accompagne l'entrée des forces phalangistes dans les camps, into the camps. Vous avez écouté la première émission de Planète Terre. Merci d'avoir été avec nous. Vous pourrez réécouter cette émission dès lundi sur le site cerium.ca et en balado-diffusion. Vous trouverez sur le site les références vers les pages de nos invités de la semaine, les ouvrages, les films et les conférences dont nous avons parlé et vers les choix musicaux de la semaine. Merci à l'équipe technique de Planète Terre, Luc Laflamme, Charlène Ricard et Éric Frappier. Mon nom est Jean-François Lisée. Au nom de toute l'équipe du Cérium, je vous invite à venir assister à nos conférences à l'Université de Montréal pendant la semaine et à nous revenir la semaine prochaine pour une autre émission de Planète Terre.